Et là, c'est l'apanage de fumée pour le lancement de ce plateau 3 avec des carrosseries qui ont évolué, hein, vous le voyez, par rapport aux années précédentes. Et on verra que dans les années 60, on va s'aventurer vers du GT avec de nouveaux changements de règlement. 43 minutes, c'est parti pour cette troisième course de la journée ici au Mans Classique. La Ferrari 250 Brett Van qui a perdu quelques places au départ, mais ils ont y fait très attention car Lucas Alusa, le pilote qui est actuellement au volant, fait également partie de la famille des propriétaires de cette voiture qui est rarissime, rappelons-le. Ça fait partie des carrosseries spéciales de la 250 chez Ferrari. Alors on pourra juger de l'esthétique. Elle n'est pas obligatoirement aussi belle que la GTO, mais elle a sa part de poésie et d'originalité. Alors que c'est une Aston Martin, la numéro 53, qui est en lutte pour la tête de la course. Ah oui, quand vous parlez d'originalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle laisse pas indifférent, cette Brett Van. Hop là, elle vient de passer, la rouge. Aston contre Lister pour la lutte et la Lister et la Jaguar, la Tojiro Jaguar également. Regardez la différence de gabarit entre ces voitures, le freinage une nouvelle fois de l'Aston, la voiture qui danse sur ses pneus et qui continue son passage dans cette première chicane. Jean-Philippe Doré nous rejoint dans cette cabine de commentaires. Avec grand plaisir, nous vous accueillons, mon cher Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va, mon cher Marc. Merci. Bonsoir à vous, cher Marc. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Jean-Philippe. Alors, cette première impression des deux plateaux auxquels on vient d'assister. Ah bien, on est toujours dans la magie de Le Mans Classique, toujours le plaisir de retrouver ce départ en épi du plateau 1. Ce contraste aussi qu'on voit ici à l'image, par exemple, avec une jolie glissade pour la Lotus, entre ces voitures d'époque et ces casques modernes. Moi, c'est quelque chose qui me séduit toujours beaucoup et qui dénote aussi justement de l'intemporalité de ces voitures. Ils ont déjà creusé le trou, hein, nos 6 premiers là, sur la suite. Et déjà, dès le premier tour, Frédéric, ça se bagarre sec. Et on a vu l'Aston Martin qui a du coup perdu une position. La revoilà à la 3e place. Et voilà ce que vous disiez tout à l'heure, Fred. Le soleil dans les yeux, à l'heure qu'il est. C'est l'heure magique. Enfin, ça commence à être l'heure magique. C'est pas obligatoirement magique pour tout le monde et pas partout. Les reflets sur les carrosseries en prime. Et hop, on file dans la forêt là-bas. On rejoint l'ombre. Lotus, Lister, Aston Martin, Lotus, Aston Martin, Ferrari. On peut difficilement rêver mieux en termes de plateau et de marques qui font rêver, Jean-Philippe. Absolument, parce qu'en plus, on est aussi dans une période des 24 heures du Mans. On est un petit peu dans le plateau précédent, on était dans une histoire italienne. Là, on est plutôt dans une histoire italo-anglaise, puisque sur cette période-là, nous avons 3 victoires Ferrari et l'exception qui confirme la règle, c'est Aston Martin en 1959. Aston Martin qui est en train de s'illustrer. En début de course, j'ai cru qu'il allait tenter le freinage, de le piquer au freinage, mais il a bien fait de se retenir. Manifestement, la voiture est plus puissante et il va peut-être pouvoir s'imposer un petit peu plus tard. C'était Carroll Shelby et Roy Salvadori qui s'étaient imposés avec une DBR1 en 1959. Et c'est toujours à ce jour l'unique victoire d'Aston Martin au général pour les 24 heures du Mans. Avec également par la suite Carroll Shelby, pilote, constructeur, directeur sportif des grandes années de Ford de 1966-67 aussi. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler sûrement au fil des autres plateaux, mon cher Marc. Alors ce qui est sympa, Fred, c'est qu'on allume aussi les phares sur certaines des voitures dans l'heure magique. C'est peut-être pour se signaler aussi, parce que comme on le disait, compte tenu des différentes
hauteurs de voiture, certaines dont le pilote est assez haut sur la piste, d'autres qui sont vraiment très très basses comme les Lotus par exemple. Et on a peut-être du mal à se voir et donc certains ont préféré allumer leur feu pour bien se signaler à leurs devanciers qu'ils comptent évidemment doubler dans les minutes qui viennent. On le disait tout à l'heure, on aura des Morgan, eh bien en voici. On a également les petites Porsche, la 718, la 550. Et puis ici un arrêt au stand imprévu d'un des hommes qui occupait la tête de course, puisque c'est la voiture de Carlos Monteverde et Gary Pierce qui est en train de s'arrêter au stand. Gary Pearson, pardon, qui est en train de s'arrêter au stand. Alors a-t-on détecté dans l'habitacle un problème technique, un problème d'affichage sur les manomètres de la voiture, une pression trop élevée ou une température trop élevée, et qu'on a préféré se diriger vers les stands pour éviter une rupture. C'est la voiture qui était en pole position quand même. Regardez ça. Ah, ça c'est fabuleux. Une merveille. La fameuse cage à oiseaux, la Maserati dite Birdcage, qu'on appelle ainsi à cause de cette tubulure que l'on voit sous la lunette avant et qui a valu à cette voiture ce surnom de cage à oiseaux. On a une fourgonnette de boulanger avec le Brett Van de 1962 et là on a donc cette cage à oiseaux qui est une des Maserati les plus célèbres de l'histoire des 24 heures du Mans, rappelons-le aussi. C'est une technique qui est quand même assez particulière parce qu'on a préféré remplacer des gros tubes de châssis par des tout petits tubes d'une section, on va dire, inférieure au centimètre, hein, et qui sont soudés ensemble pour évidemment répartir la force sur l'ensemble du châssis. Ça a permis d'avoir une voiture assez légère et très originale. Beaucoup de passionnés de cette voiture. Elle est emblématique. Il y a notamment des grandes stars du rock britannique qui ont craqué pour cette voiture et qui en comptent une dans leur collection. Vous pensez sans doute à Nick Mason, je Par présume. exemple. Oh, comme elle s'écrase au freinage. À l'avant, c'est assez spectaculaire. Cette voiture de 1960. Alors on aperçoit sur cette image cette structure en nid d'oiseau comme on a voulu l'appeler. Tout va bien. Tout va bien. On est venu du monde entier, on l'a dit, pour participer à cette édition du Mans Classique. Un petit ralenti sur ce freinage viril, on va dire, où l'avant s'écrase, effectivement. C'est là où on voit l'appellation transfert de masse au freinage et à l'accélération. Et bien sûr, ces voitures, on arrive à le voir sur les voitures modernes. Il n'est pas si évident à remarquer, mais ici, on s'en rend compte. Quand on freine, tout le poids est sur l'avant. Quand on accélère, tout le poids est sur l'arrière. Ça rend les choses un peu plus compliquées pour les pilotes. Vous avez aperçu un autre genre de poésie avec une Corvette qui arrive ici sur la droite de l'écran, dans la ligne droite. Et une bière. Justement, c'est la voiture avec laquelle on a fait le tour du circuit en caméra embarquée. Cette C1 de 1960, numéro 26, pilotée par Edwin Stuckey et Ludovic Cholet. Et c'est une voiture qu'on retrouvait assez régulièrement dans les premières positions au départ des 24 heures du Mans, parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque-là, l'ordre de départ des voitures était en fonction de l'ordre décroissant de leur cylindrée. Et comme la Corvette avait une cylindrée largement supérieure à ses concurrentes, on les retrouvait systématiquement en première position sur la fameuse grille de départ en épi historique des 24 heures. Et on a changé de position de nouveau pour la tête de ce plateau 3 avec l'Aston Martin qui a repris son bien. La numéro 53 devant la petite Jacques, la numéro 68 qui est juste derrière la Lotus. J'ai déjà vu la Lotus bien sûr. Encore un peu plus d'une demi-heure de plaisir sur ce plateau 3. Tiens, si nous voyons la voiture numéro 55 à un moment. Donc, voici la Corvette. Si on voit la 55, c'est une Lotus Elite. Pour l'instant, elle est pilotée par David Clark, le Britannique. Mais on devrait retrouver à son volant
tout à l'heure, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon, qu'on devrait retrouver d'ailleurs dans le plateau 4, au volant d'une Lotus Elan, qu'il partage avec Jacques Nicolet et François Fillon. Et attention pour la tête de course, puisque en ce moment même, la numéro 53 qui occupe la deuxième position est en train de revenir sur le leader, l'Aston Martin DB4 GT de Tom Alexander et Adrian Wilmot. Revient sur la numéro 68, qui n'est autre qu'une Lotus 15 attribuée à Roger Wills et David Clark. Le pilote britannique, ça doit être en train de s'expliquer en tête de la course pour la première place, alors qu'il reste encore un petit peu plus de 32 minutes de course dans ce plateau 3. Et là, on a une jolie caméra embarquée de la Corvette dont on parlait tout à l'heure. Au niveau de la cylindrée, on est à un petit peu plus de 4 litres et demi pour compléter l'information qu'on donnait tout à l'heure sur la grille de départ des 24 heures. Attention au drapeau jaune là-bas, devant la Corvette. Oui, là on est dans le muscle. Du côté de l'Amérique, on ne faisait pas dans la finesse à ce moment-là. On pouvait accélérer. Le seul quart avant l'heure en quelque sorte. Alors que la dénomination n'existait pas encore à l'époque. Elle est apparue 10 ans plus tard à peu près. C'est l'époque à laquelle les Américains commencent à s'intéresser véritablement aux 24 heures du Mans. Oui, il y a une fascination qui s'est installée à cette époque-là avec certaines personnalités pionnières. On peut évoquer notamment Briggs Cunningham, qui était l'un des grands propriétaires d'écuries enthousiastes, notamment avec des Corvettes, Cadillac, etc. Et là, on a une Lotus à l'arrêt. La numéro 58 qui s'arrête avec Arindra Silva et Michael Lieberd, qui est en train de se ranger sur les côtés. On a vu également une autre voiture en difficulté, je pense que c'était 356 qui levait le doigt, oui, c'était la numéro 17 de Bill et Will Stephens. deux Anglais. Avec du coup pour l'instant un drapeau jaune, vous le voyez, avant d'arriver au niveau des stands. Et cette lumière magique à chaque fois. À cette heure-là, à peu près, 19h30, 20h, le soleil qui est en train de se coucher dans l'axe de la courbe Dunlop et de la passerelle Dunlop. C'est cet endroit précisément où les pilotes l'ont dans les yeux, le soleil, mais ça fait toujours des images sur la course des 24 heures. Absolument splendide. Elle aura du mal à repartir, cette Lotus. Et le voici, Pierre Fillon, qui attend son relais dans les stands. La fenêtre des stands n'est pas encore ouverte. Vous savez qu'il y a des voitures qui rentrent au stand, certes, mais la direction de course autorise le retour au stand pour le changement de pilote. Donc il relayera son équipier sur la Lotus Elite numéro 55 d'ici quelques minutes. On est avec la Morgane numéro 38, la 4 Super Sport depuis tout à l'heure, celle de Gaël Régent et de Jérémy Garamond. Et on voit que cette voiture, elle est en train de se bagarrer avec les adversaires qui se trouvent autour d'elle. Notamment, on a aperçu une Ferrari 250 GT et puis une petite Porsche qui doit être une 550 ou une 718. C'est difficile de la reconnaître de si loin. Et le pilote de la Morgane, il a choisi d'allumer ses feux pour dire coucou, je suis là. Morgane, ça ne nous laisse jamais de bois. Ce qu'on la voit. Ah, voilà une Alfa Giulietta de 1957. Ça aussi, ça a de la gueule, ça aussi c'est beau. Ça préfigure les GT qui vont arriver dans les années suivantes sur le Mans. Alfa n'a plus gagné, on a vu les 4 victoires consécutives tout à l'heure dans un des plateaux précédents dans les années 30. Et là, eh bien, Alfa va courir après le succès. Aujourd'hui, vous avez vu que la marque est revenue en Formule 1 en tant que support de Sauber. Mais à cette époque-là, au Mans, le succès fuira la firme italienne. Sur ce plateau-là, on le rappelle, c'est la maison d'en face, c'est Ferrari, qui l'emportera en 1958 avec Olivier Jean Debien et Phil Healy.
Olivier Gendebien récidivera en 1960 associé à Paul Frère, équipage entièrement belge. Et Gendebien de nouveau, un troisième succès, de nouveau avec Phil Hill, l'américain. Phil Hill. C'était une 250 TR58 en 58, une 250 TR 5960 et une 250 de nouveau Terry en 61 pour le troisième succès de Gendebien aux 24 heures du Mans avec sa Ferrari. Le livreur de pain, le boulanger, pour l'instant à la 5e position avec cette curieuse Ferrari. La Bredvan, la numéro 16, qui est lancée ici à la poursuite de l'Aston Martin DP212. Les deux voitures datent de la même année, 1961. Et regardez, il y a quasiment plus d'écart, c'est un dixième d'écart entre les deux. Et la Bredvan, la Ferrari, qui va certainement pouvoir passer dans la ligne droite. Alors, il essaie de se placer un petit peu à l'aspiration, se décale tout de suite. Et la puissance de l'Aston qui lui permet de reprendre quelques longueurs. Attention au trafic, il va pouvoir jouer son rôle là-devant. Une Lotus, la 15 de l'équipage Wood Lowman, cette voiture numéro 22 là, dont ils viennent de se débarrasser. Elle est à l'intérieur, voilà, au freinage de la première chicane, la Ferrari. Et elle prend donc la 4e position du classement général, devant l'Aston. Ferrari Aston, voilà des noms qui parlent, alors que Frédéric, officiellement, la fenêtre de changement de pilote de ravitaillement est ouverte. Ce qui va sans doute donner lieu à quelques bouleversements au classement de cette course. Il faut s'attendre à quelques décalages de stratégie. Ce qui va peut-être permettre justement à cette Ferrari qui gagne des places depuis le départ de la course de se hisser un peu plus haut dans la hiérarchie. On parlait d'Alpha il y a quelques minutes. Eh bien, celle-ci sur laquelle on retrouve également Jacques Nicolet, si je ne m'abuse. C'est Lucien Charles Nicolet, pardon. Sur la 35, partagée avec Jean Brandenburg, et c'est une voiture de 1962. Eh bien, vous avez vu qu'elle doit renoncer. Allez, on se prépare. Cagoule, vêtements inifugés. Bientôt le relais. Alors on essaie de ne pas se préparer trop tôt parce qu'avec le harnachement il fait encore plus chaud et on est un peu plus frais dans la voiture. Plus on retarde, on va dire, le fait de mettre son casque, sa cagoule et de se couvrir, bien évidemment, mais il faut quand même être suffisamment confortable dans le laps de temps qui est imposé par le règlement pour pouvoir effectuer ce changement de pilote tranquillement, sans encombre et sans trop de difficultés. Alors qu'on est avec la lutte justement pour la 22e place avec la numéro 55, dont Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, va prendre le volant dans quelques minutes, on peut l'imaginer. Pour la 21e place, voilà le voilà qui attend dans les stands, alors que Lucas Alouza a repris encore une place supplémentaire à bord de la Ferrari 250 Bredvan. Il est 4e maintenant. Ça va pas mal se jouer dans les stands car les écarts sont relativement faibles entre les hommes de tête, en dehors de la première place de Alexander Wilmot qui est relativement confortable avec une vingtaine de secondes d'avance, mais répétons-le, ça peut changer à l'occasion des arrêts au stand.
Tous les autres, jusqu'à la 5e position, sont regroupés en à peu près 4 ou 5 secondes. Allez, bientôt la mi-course, on va donc passer par les stages concurrents. Plusieurs sont en train de rentrer précisément maintenant devant nous au stand pour soit changer de pilote, soit observer le temps minimal. Si on ne change pas de pilote, si un homme parcourt les 43 minutes seul au volant de sa voiture. Moi j'aime cette Zagato, hein, au cas où vous l'auriez pas compris. Oui, c'est vrai que c'est une voiture particulièrement élégante. Et aussi, rappelons que la maison Zagato, par la suite, est entrée dans l'histoire du design automobile à l'italienne, parce qu'il y avait des très grands stylistes italiens, avec un double bossage du toit qui est devenu par la suite la signature graphique des GT dessinés par Andrea Zagato. Alors attention, les 2e, 3e, 4e et 5e sont au stand. Seule la numéro 53 a poursuivi son chemin. Mais nos 68, 22, 16 et 21 sont maintenant passés par les stands. C'est précisément le groupe qui est en lutte assez serré pour une place sur le podium. Voilà justement ce qui est en train de se passer avec ici la numéro 22. Elle occupait la 3e position au moment de son retour au garage. Lotus 15 de Kyrina Louman, le néerlandais, de James Wood, le britannique. Ah, voilà. Allez, Kojima qui a pris pour l'instant le chemin des écoliers parce que son Alpha est en panne. Et Voilà, voici la Brett Van arrêtée au stand. La fameuse Brett Van. La fameuse fourgonnette du boulanger avec quelques caractéristiques aérodynamiques très précises pour ce qui était à l'origine une Ferrari 250 GT. Et c'est une histoire d'ailleurs de mécontentement à la base, puisque c'était un aristocrate italien, vénitien plus précisément, le comte Volpi di Misurata, qui avait à l'origine souhaité acheter une Ferrari GTO. Enzo Ferrari, qui avait parfois la dent dure auprès de ses clients, a refusé au comte Volpi l'achat d'une GTO. Et le comte Volpi s'est entre guillemets vengé en achetant une 250 GT et en la faisant modifier par un ingénieur historique du sport automobile italien et aussi de Ferrari, Giotto Bizzarini. Et c'est justement à cause de cet arrière un petit peu anguleux que cette voiture a obtenu dans l'histoire du sport automobile et de la voiture de sport, le surnom de Brett Van, c'est-à-dire la fourgonnette du boulanger. Elle a été ainsi engagée par le comte Volpi sous le nom de la Scuderia Serenissima, en référence à la Sérénissime, la ville de Venise, en 1962. Mais cette voiture a malheureusement été contrainte à l'abandon. Mais la postérité lui a quand même offert, et on le voit aujourd'hui, une très belle postérité justement dans le monde des voitures de collection. Elle fait partie des carrosseries, des recarrosseries de Ferrari qui restent assez étranges, assez bizarres, comme la Uovo Marzotto précédemment. Des voitures qui avaient été interprétées par d'autres carrossiers qui étaient à l'origine plutôt jolies, oui, et qui ont été pas mal abîmées par leur réinterprétation. Mais bon, en même temps, ça leur donne le charme. Attention, le capot de l'Aston, ouais, en termes élégants, ces choses-là étaient dites. Mais alors qu'on est dans l'acte 2 de la bagarre Aston Martin 21 et Ferrari 16, le capot de l'Aston semble avoir du jour sur le côté droit. C'était pas le cas tout à l'heure, hein, j'ai l'impression. On se bat virtuellement pour une 2e place sur le podium, puisque derrière, d'ici, je vois la numéro 68, qui est la première des voitures à s'être arrêtée pour l'instant. Eh bien, ce sont la 21 et la 16 de Lucas Alusa qui sont en bagarre pour la 2e place, virtuelle encore une fois, puisque 4 voitures devant elles ne se sont pas encore arrêtées au stand. Il y a d'ailleurs dans le paddock ici du Mans Classique des évocations de ces équipes Bizzarini, des Scuderia, des équipes italiennes qui emmenaient leurs voitures à travers l'Europe sur des transporteurs dont un est présent ici dans le village. C'est très très beau. Absolument. Et d'ailleurs, rappelons qu'en lors de l'édition 2016 de Le Mans Classique, il y avait une exposition de transporteurs précisément. C'était d'ailleurs une très bonne idée parce qu'on pouvait se rendre compte
même du charme de ces Ouais. transporteurs, et Complètement. qui disposaient de carrosseries spéciales, de décorations particulières et de tout un équipement qui leur permettait de subvenir aux besoins des voitures de course en permanence. Et c'était une vraie idée originale et intéressante de la part de l'Automobile Club d'avoir organisé cette exhibition c'était il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, c'était en 2016, oui, avec des bijoux de design, de graphisme et d'ingéniosité aussi. Bon, je suis inquiet pour le capot Alors, de cette le Aston. On va voir leader s'il tient quand même jusqu'au bout, mais s'est arrêté au C'est stand. ouais, à l'instant, numéro 53. Ce qui va le faire dégringoler au classement. Il restera encore la 6 et la 63 qui devront à leur tour s'arrêter pour qu'on puisse y voir un peu plus clair dans le classement réel de cette épreuve, dans laquelle il reste encore un petit peu plus de 17 minutes 30 à effectuer. C'est ce capot s'ouvre en accélération à fond dans la ligne droite. Il s'ouvre devant les yeux du pilote. Et il faudra sortir la tête par la vitre. Ouais, c'est pas possible. Sur les phases de freinage, on voit bien que le jour est moins important. Joli passage à 3 de front, là. Ouais. La Corvette au stand, précisément. Alors, rappelons aussi, par rapport à cette fascination américaine pour les 24 heures du Mans que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'en 1958, on a quand même avec Phil Hill le premier Américain victorieux aux 24 heures du Mans, qui sera le coéquipier préféré, vous en parliez tout à l'heure, mon cher Marc, d'Olivier Jean Debien, puisqu'ils ont été le premier équipage à signer 3 victoires aux 24 heures du Mans. 1958, 1961, 1962. Phil Hill, futur champion de Formule 1 au volant d'une Ferrari. Et également seul pilote de l'histoire du sport automobile à avoir gagné à la fois dans la même année les 24 heures du Mans et le titre mondial en Formule 1. Et la Ferrari qui s'impose à l'Aston, comme tout à l'heure. Et il a l'air de s'amuser, lui aussi, le pilote de la Ouais. Ferrari, comme on le remarquait pour les Jaguars qui ont terminé dans les premières places de la série précédente. Il profite pleinement d'entretenir la glisse le plus longtemps possible. Et ça ne l'a pas empêché de doubler son adversaire sur l'Aston Martin, qui occupe maintenant virtuellement la 3e place. Les voitures qui apparaissent à la Dunlop avec un quart d'heure de course encore à disputer sur ce plateau 3, l'avant-dernière course que nous vous proposerons aujourd'hui, avant de vous retrouver demain dès 9h30, 9h35 pour les plateaux jusqu'au plateau 6, jusqu'à 4h de l'après-midi. Encore une très très belle journée qui s'annonce demain ici au Mans Classique devant un public, on ne cesse de vous le dire, extrêmement nombreux. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 courses qui vous seront proposées demain entre 9h30 et 16h10 si le timing est respecté. Avec notamment ces voitures du groupe 3 qui rouleront demain à 11h du matin. Et vous voyez, l'Aston Martin, elle a une petite prise d'air, mais ça n'empêche pas de revenir dans les portions rapides et d'essayer d'aller s'imposer sur la Ferrari 250. Alors on n'y voit toujours pas très clair au classement officiel parce qu'il y a encore une voiture qui ne s'est pas arrêtée au stand, et puis la numéro 53 qui est dans son tour de remise en route, qui est encore pointée en 2e position et qui devrait prendre la première place dans les minutes qui viennent, dès que les derniers pilotes à ne pas s'être arrêtés encore vont pointer leur nez dans la voie des stands. Tiens, C'est regardez bientôt qui va parti pour s'installer. Pierre Fillon. Voilà, petite tape amicale. Ils font pas le même gabarit, hein, les deux pilotes. Donc on va mettre voilà, de la mousse dans le dos de Pierre Fillon.
de manière à ce qu'il soit bien installé dans son siège baquet. Le mécanicien va l'aider à se sangler. C'est bien des bruits de voiture que vous entendez. C'est peut-être la Saab Ouais. avec son tout petit moteur derrière qui est en train d'entretenir le gaz pour ne pas caler. En tout cas, ça ressemblait à un 3 cylindres Saab, ce bruit strident et un petit peu pétaradant. Ouais, c'était pas le bruit du 4 cylindres de la Lotus Elite, ça c'est sûr. Un petit moteur là encore de 1200. Alors que voici donc notre leader de l'épreuve qui doit encore s'arrêter avec sa cage à oiseaux. Oui, sauf que la pit window vient de se fermer puisqu'il y a un temps imparti par la direction de course pour s'arrêter au stand, ce qui signifie qu'il sera hors la loi quand il va s'arrêter pour changer de pilote et qui va donc prendre une pénalité assez lourde vraisemblablement à cause de cette erreur de gestion de la course. Qui plus est, il n'est que à 1 minute devant les deux voitures en bagarre, qui vont donc se retrouver, du fait du temps imparti obligatoire à respecter au stand, qui vont se retrouver en tête quoi qu'il arrive. Et voici Pierre Fillon donc au volant sur le circuit de l'Automobile Club de l'Ouest, le président du club dans ses œuvres. Et c'est sympa de voir, tout comme on en parlait ce matin, le directeur de course des 24 heures du Mans aller s'installer au poste de commissaire de piste de Mulsanne pour vivre ou revivre, puisqu'il l'a dit, il a démarré de ce poste-là avant d'être directeur de course, revivre la vie du commissaire de piste et appréhender peut-être un peu mieux différentes choses dans son travail de directeur de course. Bien, regardez le président de l'Automobile Club de l'Ouest qui, lui, prend les commandes d'une petite Lotus Elan pour aller tâter du goudron et lui aussi bien nous donner quelques leçons de passion automobile, car on ne conjugue cette passion que derrière un volant. On voit bien la structure de la Maserati Birdcage là devant. Et on voit bien la colère de son pilote aussi. On ne voit pas la structure de cette Morgane, puisque vous parliez de bois tout à l'heure, Marc. Il faut rappeler quand même que le châssis de cette voiture n'est pas traditionnel, un petit peu comme sur certaines Marcos. C'est pas le même genre de bois, mais on a une structure en bois qui tient ces voitures et qui leur offre, dit-on, des qualités routières. Ouais. Ça peut vous paraître invraisemblable, hein, à vous qui êtes jeunes peut-être, qui découvrez l'automobile historique ce week-end. Mais oui, il existe des voitures, dont cette Morgane, qui ont un châssis en bois. Si un jour vous avez la chance d'aller à un salon automobile, essayez d'aller à Genève, d'abord c'est chouette. C'est très beau, c'est pas grand, vous vous régalerez. Tous les constructeurs automobiles sont là, les constructeurs de luxe, les constructeurs de sport. Et vous verrez traditionnellement à Genève le châssis en bois de la Morgane qui est exposé. Alors, on est maintenant dans un classement un petit peu plus logique après l'arrêt de la Maserati numéro 6 qu'on vient de voir repartir, avec donc la 53 qui a repris la tête de la course devant Lucas Alusa et sa Ferrari 250 Brett Van à la 2e place et l'Aston Martin numéro 21 visiblement en 3e position, et ça serait le classement réel avec une petite lutte possible puisqu'il n'y a que 8 secondes entre le leader et son principal poursuivant et encore 2 secondes et demie entre la Ferrari Brett Van et l'Aston Martin qui est à sa poursuite. On pourrait voir la situation se décanter dans les 9 minutes et plus qui viennent jusqu'au terme de cette épreuve du plateau 3. On va observer avec attention l'évolution des temps. Ici pour l'instant, c'est le pilote de la Ferrari 250 qui semble légèrement plus rapide que ses adversaires. Il a gagné 2 secondes dans ce tour, qui est le 6e depuis le début de la course. Pour l'instant, le meilleur tour en course, il reste à l'apanage de l'Aston, la numéro 53, en 4 minutes 55 975. 4,55 975 pour être précis. Ça symbolise quoi, Jean-Philippe Doré, cette fin des décennies 50,
C'est la fin d'une époque, on s'aventure vers de nouvelles voitures pour ouvrir la décennie des années 60. En fait, on est dans une sorte de transition. On parlait tout à l'heure d'Italie et de Grande-Bretagne. Eh bien, ce qu'on voit se préparer à ce moment-là, puisqu'on a signalé tout à l'heure que l'exception anglaise qui confirmait la règle sur ce plateau 3, c'était la victoire de l'Aston Martin en 1959, c'est que la domination de Ferrari s'installe sur l'histoire des 24 heures du Mans, puisqu'à partir de 1960, on va arriver à 6 victoires consécutives, 6 victoires consécutives qui vont faire de Ferrari le détenteur du record de victoire avec 9 succès jusqu'en 1985. C'est-à-dire exactement 3 décennies. Donc avec beaucoup de... Donc un équipage emblématique dont on a parlé tout à l'heure, avec la lutte qui continue entre la fourgonnette du boulanger et la Aston Martin apparemment. Oui, ça se resserre. Et puis ça se resserre avec la voiture qui se trouve juste devant. Vous voyez que maintenant l'écart visuellement est en train de se réduire et qu'on va peut-être assister à une bataille à 3 pour la victoire dans les minutes qui viennent. 7 minutes 30, un petit peu moins maintenant. Vous voyez l'Aston Martin blanche et puis la Ferrari derrière et l'autre Aston Martin. Eh bien c'est le trio de tête dans cette course de plateau 3. Et 3 leaders dans la même image alors qu'il reste 7 minutes. Ça promet, on va dire. Et le troisième qui a allumé ses phares. Allez, on joue le coup psychologique. Parce que le pilote de la Ferrari, il l'a vu depuis tout à l'heure. Ils sont en bagarre depuis de longues minutes maintenant. Tiens, du coup, la première Aston aussi allume ses phares. Et voilà, on double la Saab dont on parlait tout à l'heure avec ce petit moteur 3 cylindres qu'on entendait dans les stands au bruit si caractéristique. Ils reviennent, en tout cas la Ferrari, il n'est plus qu'à 1 seconde 4 de l'Aston Martin de tête et elle s'impose à la sortie des virages Porsche. La Ferrari qui est vraiment dans une manœuvre audacieuse ou alors a bénéficié peut-être d'une petite erreur de trajectoire de l'Aston, mais sans coup férir et de belle manière vraiment. Le pilote de la Bredvan s'impose, Lucas maintenant, avec cette Ferrari rouge numéro 16. Ce qu'on parlait il y a quelques instants, juste avant cette manœuvre d'histoire italo-anglaise sur le plateau 3, eh bien là finalement, entre guillemets, on est en plein dedans. Et changement aussi pour la deuxième place puisque c'est maintenant la numéro 21 qui vient de doubler la 53 chez Aston Martin. Et puis elle prend une valise, la 53. Oui, elle doit le changement de pilote n'a pas été bénéfique, peut-être. En tout cas, ça va nous obliger à changer un petit peu notre sémantique de course parce que on dit souvent d'un pilote qui va pas très vite, qui va chercher le pain, mais avec la Bredvan, c'est pas le cas. Et ça sera aussi les croissants et les pains au chocolat, parce que là, c'est le service complet. Et effectivement, la numéro 53, l'Aston Martin, est bien moins performante qu'aux mains du pilote qui a assuré son premier relais tout à l'heure. Ah, regardez ça, c'est le panneau de chronométrage, comme c'est beau. À l'ancienne. Et oui, tout à l'heure, on a vu une voiture au stand à laquelle on tendait un panneau au bout duquel se trouvait un décompte avec des chiffres numériques. Mais non, faute de goût. Non, mais faute de goût, absolument. Le panneau Allez ma poule était beaucoup plus d'époque. Bien sûr. Mais non, il faut faire un décompte avec un bon vieux chronomètre comme on vient de le voir et puis on fait un signe de la main et le pilote peut repartir. On n'en est pas quand même à 1 seconde ou à 3 dixièmes dans ces courses historiques. Il faut garder cet esprit. Allez, moi ce système qu'on a vu tout à l'heure. Et on est avec les 2 premiers de la course. Le troisième, l'ancien leader, est en train de perdre pied. L'Aston Martin numéro 53 qui a changé de pilote lors de son passage au stand et qui maintenant est en train bien de perdre le contact avec la tête de la course pendant que Lucas Alusa, qui est lui resté au volant, creuse l'écart et est en voie de s'imposer peut-être dans les quelques 4 minutes et 10 secondes qu'il reste à courir et éventuellement un peu plus. On est à 5 minutes 03 9 dans le dernier tour. Reste à savoir si le pilote va réussir à boucler son tour en plus ou en moins de ces 3 minutes 52.
Ah, il le fera en plus, parce que le meilleur tour est en 4,55,9. Donc ça veut dire qu'on est reparti pour un tour supplémentaire après celui-ci. Ouais. Et apparemment, ça se confirme pour la Maserati, une enquête à propos justement de la fenêtre de ravitaillement. Effectivement, vous le disiez Jean-Philippe, peut-être une confirmation pour la Maserati numéro 6. Ouais, elle va prendre un tour peut-être de pénalité. En tout cas une pénalité pour la fameuse birdcage, parce que c'est ce que vous signaliez tout à l'heure, Frédéric, elle n'est pas rentrée au bon moment, elle est rentrée après la fermeture de la fenêtre pédestre, donc tout à fait logiquement, cette numéro 6 prend une pénalité et sera rétrogradée dans le classement tout à l'heure. Pour l'instant, elle se retrouve à la 5e position avec l'Espagnol Guillermo Fierro à son volant. Cette Maserati Birdcage T61 de 1960. Mais très certainement, elle sera bien plus loin tout à l'heure à l'arrivée de la course après l'application de sa pénalité. La Bredvan qui vient de disposer de la Porsche 550A de Manfred Fressinger et de la Morgane que l'on observait tout à l'heure. La Morgane numéro 38 de Gaël Régent et Jérémy Garamond. La gestion du trafic, encore une fois, semble tourner à l'avantage de la Ferrari 250 Bredvan, puisqu'elle creuse l'écart sur l'Aston Martin qui est lancé à sa poursuite. Il reste moins de 2 minutes maintenant dans cette course. Et il va devoir faire un tour supplémentaire, c'est une quasi-certitude. Il n'est pas en mesure de ralentir, il n'y a que 3 secondes et demie de différentiel avec son poursuivant. Dites donc, c'est un essuie-glace à l'arrière de la Bredvan. Oui. La fourgonnette de boulanger la plus rapide du monde pour l'instant, pourrait-on dire. C'est vraiment un essuie-glace. Oui, oui. Pensez à tout. Allez, il va se présenter très bientôt pour l'avant-dernière fois sur la ligne de départ arrivée. Olé! Avec sa Ferrari. On va lui indiquer qu'il faut accomplir un tour supplémentaire. Il faut que vous veniez sur des circuits. Et si vous n'avez pas eu cette chance, prenez-la un jour. Allez sur un circuit, pourquoi pas pour assister à ces courses historiques. Parce que la télé, on adore ça et on fait tout ce qu'on peut pour vous rendre vivant, compréhensible la course auto. Mais là, par exemple, ça monte. La télé, ça Écrase exactement le relief. et les vitesses. Et les vitesses et l'attitude des voitures sur l'engagement dans un virage après le freinage, la violence parfois du pilotage et de la course, la vitesse là à laquelle la voiture est en train d'enchaîner les courbes. Franchement, malgré tous les efforts, malgré tous les progrès de la technologie, on ne peut pas rendre ça tel que vous pourriez le voir, ou vous pouvez le voir si vous en êtes habitué. Ah, le deuxième, Tiens, justement, la course poursuite est terminée. Ouais. Dans un circuit, vous auriez pu voir et entendre le tête à queue avec les pneus qui crissent. Et le cri de Bruno Van de Stick. Le speaker demande que se passe-t-il? Mais c'est pas possible! Et les cris du public, bien sûr, dans la tribune. À cet endroit-là, ouais, c'est effectivement terminé. Et du coup, il se retrouve éjecté du podium. Il a été passé par les 68 et 53. Friedrich avec son Aston. Il est 4e désormais. À l'entame du dernier tour, la faute qu'il expédie en dehors du podium. Et donc maintenant, il a 23 secondes d'avance au volant de sa Ferrari. Lucas, il est peinard. Alors la numéro 68 que occupe la deuxième place est une Lotus 15, celle de Roger Wills, le néo-zélandais, de David Clark, le britannique. Et puis la numéro 53, on l'a vu régulièrement aux avant-postes depuis le début de cette course. C'est l'Aston Martin DB4 GT de Tom Alexander et Adrian Wilmot, l'Aston Martin de couleur crème qui était en bagarre pour la tête de course tout à l'heure. Derrière cette petite Lotus blanche
Il y a très peu d'écart, hein. Regardez, voyez la Lotus et hop, voilà l'Aston Martin. Dans le dernier tour, il peut encore se passer quelque chose. 1 seconde 5 d'écart entre les deux. La légèreté contre la puissance jusqu'au bout sur ce plateau. Et puis vous disiez tout à l'heure aussi, Marc, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à sentir, beaucoup de choses à entendre autour du circuit. Et on doit être à certains endroits dans les odeurs de barbe à papa et de chichi, à d'autres endroits dans l'odeur de l'huile et de l'essence brûlée. On parlait des odeurs de fuite tout à l'heure sur les moteurs, ça sent un peu le brûlé, ça sent bizarre, l'odeur de pneumatique en bord de piste, tout ça. Vous savez, les pilotes disent souvent dans les 24 heures modernes qu'à certains endroits, ils peuvent sentir les barbecues des supporters au bord du circuit, ça sent la merguez de certains endroits, et c'est tout ça qui fait l'ambiance des 24 heures et a fortiori de l'ambiance qu'il y a ici également sur le Mans classique, alors que ça se bagarre. Oui. Ouais, est-ce que l'Aston 53 va profiter de ce petit passage sous drapeau jaune? Vous avez vu que la Saab était dans le mur, voilà, maintenant c'est drapeau vert, on est sorti de cette zone neutralisée, le drapeau bleu a été présenté à la Lotus, attention. Il reste encore 5 bons kilomètres à courir pour les deux. Ah, et la 21 a repris du poil de la bête. Elle va peut-être récupérer le podium, l'Aston. Il faut voir ce que ça va donner dans la portion qui vient, puisqu'une fois qu'on sera sorti d'Arnage, on pourra dire que la petite Lotus sera peut-être un peu plus à l'aise quand il s'agira de vitesse et de châssis. Par contre, sur les réaccélérations, eh bien, ça pourrait être discuté. La 21 de retour sur le podium, c'est la numéro 53, la grosse Aston, qui désormais est au pied de celui-ci, à la 4e place. Rien n'est fait encore. Oh, c'est bruit, on s'en lassera décidément jamais. Et quand on part pour la première fois à la découverte des événements historiques comme celui-là, les premières sensations dont on parle en général, eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont les odeurs, précisément. Les odeurs et les bruits. Là, c'est vraiment chouette, avec 700 voitures en piste. Vraiment, je dirais pas qu'on a 700 sonorités différentes. Enfin, on en a des dizaines et des dizaines de différentes. Est-ce qu'elle va pouvoir passer la Ça va être difficile à tenir pour la Lotus. Ouais. Ça revient fort derrière. La puissance contre la légèreté, en quelque sorte. Puisque pour Colin Chapman, concepteur de cette Lotus 15, le poids était l'ennemi juré, ce qui était normal pour quelqu'un qui naît de l'aéronautique, comme beaucoup d'ingénieurs anglais du sport automobile de l'après-seconde guerre mondiale d'ailleurs. Lucas Alusa qui va aller couper la ligne d'arrivée au terme de ces 9 tours de course. 43 minutes, voilà, c'est bouclé pour le pilote de la Ferrari 250, Brett Van. Il s'en tape le casque contre l'arceau et le toit de sa voiture. Vous parliez tout à l'heure de sa joie de piloter, elle est manifeste, et sa joie de s'imposer aussi. Mais derrière, c'est à 30 secondes derrière que ça se passe, et la Lotus va conforter sa 2e position. Il l'aura conservé jusqu'au bout, aura repoussé les astos de l'Aston Martin numéro 21 pour prendre la 2e place. Donc l'équipage Wills Clark avec la Lotus 15 de 1958 devant l'Aston DP 212 de 1961 de Friedrich, qui termine à la 3e position devant une autre Aston Martin 1960, celle-ci, la DB4, avec Alexander et Wilmot à son volant, qui termine donc 4e. Ah, ça, le téléphone va être plein. On va à la fin de la journée, hein, avec toutes les photos, les vidéos que les spectateurs font et partagent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas vous aussi à les partager. Bon, le selfie évidemment obligatoire. Et les nuages qui sont là, mais il n'y a aucun risque de pluie. Ce sont de très beaux tableaux avec le soleil qui est en train de se coucher et la course qui n'est pas finie. Hein. Oui, paradoxalement, ce sont des nuages de beau temps. Ça va durer jusqu'à demain, au moins. Donc on va bénéficier encore d'une belle journée, ce qui va permettre au public de venir encore plus nombreux pour se masser dans les tribunes et sur les buts autour du circuit. Car on va rouler jusqu'à tard dans la nuit. Il y aura une toute petite interruption, puis ça va redémarrer très tôt le matin pour encore
toutes les séries, tous les plateaux, du plateau 1 au plateau 6 pour nous. Et à propos de but, il n'y a pas de football demain. Donc vous n'avez aucune excuse. Venez au Mans Classique. Venez participer à la fête. Venez vivre Noël avant l'heure si vous en avez l'occasion, encore une fois, si vous n'êtes pas loin. N'hésitez pas, prenez de l'avance parce qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur et autour du circuit sur la route. Mais vous ne regretterez pas votre déplacement. C'est à l'image de ce qu'on voit en piste. C'est beau. On est dans le bucolique en cette fin de journée. Heure magique et bonheur des photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Voilà. Un net changement d'ambiance sur le circuit de la Sarthe, le circuit des 24 heures du Mans, avec le récapitulatif des résultats de ce plateau 3. Lucas Alusa qui a placé sa Ferrari Bredvan à la première place devant la Lotus de Wills et Clark et les deux Aston Martin de Friedrich et Alexander et Wilmot. 4 positions bien défendues. Hans Hugenholz, qui est une des figures du sport automobile et du classique aujourd'hui, en 5e position, a aussi tiré son épingle du jeu. On a pu voir le meilleur tour en course pour l'Aston Martin numéro 53.